Bonjour à tous, alors vous l'avez vu dans le titre, LVMH a un énorme défaut. Oui, je sais, c'est la plus grosse entreprise française, c'est l'une des entreprises préférées des investisseurs français, mais pourtant elle a un défaut majeur. Alors, elle a évidemment beaucoup de qualités. Oui, c'est une entreprise qui a eu une magnifique croissance depuis des décennies. Oui, elle est très bien gérée par le visionnaire Bernard Arnault, elle a peu de dettes, elle a des marges importantes, mais son gros défaut, c'est que ses produits ne sont pas indispensables. On a presque cru à un moment que les produits de luxe étaient devenus indispensables tellement leur croissance était décorrélée de la croissance économique, mais non, on peut vivre sans sac Vuitton, on peut vivre sans chaussures Berluti ou sans robe Christian Dior. Historiquement, en bourse, on a toujours séparé ce qu'on appelle la consommation de base de la consommation discrétionnaire. La consommation de base, elle porte bien son nom, c'est assez instinctif. C'est la consommation qui est considérée comme indispensable au quotidien. Donc c'est l'alimentation, ce sont les boissons, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, etc. Les champions de la consommation de base, ils sont bien connus puisqu'ils sont très présents dans les rayons des supermarchés. Ça va être Danone, Nestlé, Kellogg's, Mondelez Kraft, etc. pour la nourriture. Dans les boissons, Pepsi, Coca, évidemment, Pernod Ricard, Heineken, la plupart des marques d'alcool. Et puis dans l'hygiène et les produits d'entretien, on va retrouver les géants Procter & Gamble, Unilever, Colgate. Et comme on inclut aussi les cosmétiques dans cette consommation de base, on va retrouver L'Oréal, même si, on le sait, ils font aussi des parfums, ils font beaucoup de choses qui ne se retrouvent pas dans la consommation de base, mais L'Oréal, c'est un classique, normalement, de la consommation de base. Et on met aussi les magasins qui vendent ces produits dans ce gros secteur de la consommation de base. Donc on met Carrefour, Costco, Walmart, etc. On parle ici, vous l'avez compris, de produits dont la demande est stable sur l'année, dont la demande est non cyclique, elle ne dépend pas de la santé de l'économie. Pourquoi ? Parce que ce sont des dépenses que les consommateurs ne peuvent pas réduire. On va donc retrouver des choses un petit peu anecdotiques comme le tabac et l'américain Altria qui font aussi partie de cette consommation de base. Maintenant, si on revient à LVMH et ce qu'on appelle la consommation discrétionnaire, c'est un petit peu moins clair. Déjà, discrétionnaire, ça veut dire que l'on peut choisir. Donc, ce sont des dépenses qu'on peut facilement éviter ou repousser. Le luxe a toujours fait partie de cette catégorie avec le secteur automobile, avec les restaurants, tout ce qui touche au tourisme, aux vacances, donc les compagnies aériennes, les hôtels, les loisirs. L'idée est simple, c'est, je vous parlais de dépenses qu'on peut éviter ou de dépenses qu'on ne peut pas éviter. Et si vous avez un coup dur, si vous êtes au chômage, si vous avez peur d'être au chômage, si vous avez été obligé de prendre un emploi moins payé, vraiment ce genre de choses, c'est plus facile d'éviter les vacances, de laisser traîner sa voiture 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, même si elle marche un peu moins bien, même si elle est démodée. Voilà, ce sont vraiment les dépenses qu'on peut éviter. Les restaurants aussi, c'est plus facile de limiter les dépenses de restaurants. À noter quand même, la consommation de base, dans ces cas-là, elle peut aussi prendre un coup quand on est un petit peu moins bien financièrement. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours trouver moins cher finalement. On peut toujours trouver une marque qui est moins chère qu'une autre. On peut toujours utiliser moins de produits. J'avais déjà fait une vidéo un petit peu là-dessus. Donc voilà, la consommation de base n'est pas immunisé par rapport au cycle économique, mais on voit que ce qui va prendre cher en premier, ça va être la consommation discrétionnaire. Alors cette approche de dire est-ce une dépense que le client peut éviter, on l'applique aux biens de consommation, on l'a vu, mais ça donne envie de l'appliquer à tout. Amazon, Netflix, Meta, Alphabet, Microsoft, Visa, Nvidia, Apple, est-ce que ce sont des dépenses qu'on peut éviter ? Alors il y a des réponses plus faciles que d'autres. Prenons la publicité. Bien sûr, quand je pense publicité, je pense à Meta et à Alphabet. La publicité, c'est une dépense qu'une entreprise peut facilement éviter. Si une récession arrive, il est plus facile de couper le budget pub que de licencier. Donc, Meta, Alphabet sont à classer dans les cycliques. Alors ça, c'est pas trop vu jusqu'ici que ce sont des cycliques. Pourquoi ? Parce que comme ils récupèrent tout le business de la pub traditionnelle depuis des années, il y a une croissance naturelle jusqu'ici, mais on a bien vu quand il y a eu des petits coups de froid sur l'économie, les tarifs des pubs en ligne se sont retrouvés à baisser massivement. Comme je vous disais, les entreprises, ce sont des budgets qui sont facilement coupables et on s'aperçoit que voilà, à chaque coup de froid, hop, les revenus de la pub baissent. Si on regarde Microsoft maintenant, c'est typiquement une dépense qui est difficilement évitable pour une entreprise. Vous n'allez pas arrêter d'utiliser Windows, la suite Office ou bien le cloud s'il y a une récession dans l'économie. Je trouve que les autres sont plus complexes si on pense à Apple, Nvidia, à Netflix, Amazon, Visa, etc. Parce que c'est un mix des deux. Souvent, si je prends Apple, les téléphones aujourd'hui, c'est devenu un bien de consommation indispensable, mais on peut réduire les dépenses facilement en prolongeant son téléphone quelques années ou bien en achetant un moins cher. Donc, je mettrais plutôt ça dans les cycliques.
Netflix, c'est une dépense qu'on peut arrêter facilement, donc on aurait envie de mettre ça dans les dépenses discrétionnaires. On peut se dire qu'on peut se passer de Netflix pendant quelques mois, mais le fait que ce soit par abonnement et le fait que ce soit une petite dépense, si je compare au prix d'un iPhone par exemple, ça fait qu'il y a une grosse inertie. C'est quand même difficile de couper Netflix, je sais pas, aux enfants, alors que c'est quelques euros ou quelques dollars par mois. Donc, difficile à mettre dans une catégorie, mais j'aurais tendance à dire que ça se rapproche quand même de... c'est un peu entre les deux. Voilà. Visa et Mastercard, ce sont à la fois des dépenses qu'on ne peut pas éviter, ou plutôt que les marchands ne peuvent pas éviter, puisque c'est eux qui payent les frais, mais comme c'est un pourcentage de toutes les dépenses mondiales, c'est forcément cyclique, parce qu'on paye par carte, on paye quoi ? On paye de la consommation de base, mais on paye aussi de la consommation discrétionnaire, donc il y a une partie du chiffre d'affaires qui va baisser. Il n'y a qu'à voir, pendant la crise du Covid, forcément, il y a eu moins d'achats, donc il y a eu moins de chiffre d'affaires pour ces deux entreprises-là. À nouveau, ça ne se voit pas beaucoup dans leurs chiffres. On a tendance à oublier que certaines boîtes sont cycliques. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme pour la publicité en ligne, on a une méga tendance qui est plus puissante que la cyclicité depuis 10 ans, qui est la digitalisation des paiements. On paye de moins en moins en liquide. Donc ça va encore les protéger quelques temps, parce qu'il y a certains pays qui ont encore beaucoup de transactions en cash et qui vont passer en digital. Mais ces entreprises, je pense, à terme, vont redevenir cycliques. Beaucoup des entreprises que je viens de citer sont des entreprises que j'aime beaucoup en tant qu'investisseur et qui ont très bien marché ces 10 dernières années. On a typiquement Visa, Alphabet, LVMH, etc. Mais c'est là où on voit qu'il faut bien comprendre d'où vient la croissance. Il ne faut pas être aveuglé par la croissance et que cette croissance nous fasse oublier la cyclicité. Il est faux de penser que ces entreprises ne sont pas cycliques. C'est juste, comme je l'expliquais, qu'elles sont supportées par des méga tendances qui sont tellement puissantes qu'elles sont plus fortes que la cyclicité. On a eu la classe moyenne chinoise pour le secteur du luxe, on a eu la digitalisation de la pub, on a eu le commerce en ligne pour Visa, Mastercard, avec l'arrêt ou la diminution des paiements en cash. Pour la partie semi-conducteurs, je n'ai pas parlé des semi-conducteurs jusqu'ici, mais c'est traditionnellement une entreprise cyclique et on le voit moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette méga tendance des data centers, notamment récentes, liées à l'intelligence artificielle. Mais voilà, habituellement, les semi-conducteurs sont cycliques. Et cette question, est-ce que c'est une dépense que les clients peuvent éviter ? C'est une bonne question à se poser quand on analyse une boîte, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut éviter les entreprises dont la réponse est oui, c'est-à-dire des dépenses évitables pour les gens. Parce qu'en général, et c'est ce qu'on observe en comparant un ETF monde consommation de base et un ETF monde consommation discrétionnaire, j'ai pris 2 ETF iShares pour comparer, les entreprises de consommation discrétionnaire ont une meilleure performance, en tout cas les ETF qui sont investis dans ces boîtes-là ont eu une meilleure performance depuis octobre 2019. L'ETF iShares Consumer Discretionary, donc consommation discrétionnaire, a eu une performance de plus 40% contre 14% pour l'ETF iShares consommation de base. Mais, et c'est très important de le noter, mais au prix d'une volatilité beaucoup plus forte. Donc historiquement, consommation discrétionnaire, meilleure performance, mais beaucoup plus forte volatilité. Alors certains utilisent la différence entre ces deux secteurs pour faire du market timing, donc ils vont investir dans la consommation de base en anticipant une correction, une récession, etc., pour ensuite rebasculer en consommation discrétionnaire quand la croissance revient. De mon côté, je préfère avoir les deux, même si je trouve que beaucoup d'entreprises de consommation de base sont aujourd'hui valorisées à un petit peu trop cher, puisque ce ne sont pas des entreprises qui vont avoir une croissance monstrueuse. Il n'y a pas de raison que Nestlé ait une énorme croissance. En tout cas, c'est plus difficile pour eux d'augmenter énormément la vente de yaourts, etc. Donc, bien sûr, il y a cette tendance de premiumisation. Ils peuvent vendre à un prix plus cher des produits un peu boostés en termes de qualité ou de semblant de qualité. Mais voilà, c'est quand même plus difficile d'aller chercher de la croissance dans la consommation de base. Donc, je trouve parfois que les valorisations sont un peu élevées. Alors, il y a débat, faut être clair, il y a débat sur est-ce que le luxe, les semi-conducteurs, la publicité est cyclique ou non. Il y a des personnes, par exemple, sur le secteur du luxe qui vont me dire non, mais le luxe n'est plus cyclique, n'est pas cyclique. Pourquoi ? Parce que les riches, les ultra-riches sont en dehors des cycles. Eux, tout se passe bien. Ils arrivent à survivre à toutes les crises, que ce soit Covid, climatique, récession, etc. Donc, non, le luxe n'est pas un secteur cyclique. J'ai un avis différent. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le luxe. Vous savez qu'il y a une grosse partie du luxe qui est portée par les primo-accédants, comme on dit en immobilier, des gens qui vont acheter pour la première fois un sac de luxe, par exemple, et en maroquinerie, je crois qu'il y a beaucoup de marques qui ont à peu près 50% de leurs ventes qui sont dues à des premiers achats. Voilà, donc des gens qui ne sont ni riches ni ultra riches, mais qui veulent se faire plaisir avec un achat un peu iconique d'un sac à main, Hermès, Vuitton, peu importe. Donc,
des clients qui sont malgré tout impactés par la crise économique et qui vont peut-être repousser ce fameux achat un peu fou d'un sac à main à plusieurs milliers d'euros ou de dollars. Donc on est typiquement dans de la consommation discrétionnaire cyclique, mais voilà, il y a débat comme je disais là-dessus. Même chose sur les semi-conducteurs traditionnellement très cycliques comme économie, et là avec les différentes poussées de la digitalisation, de l'internet des objets, maintenant de l'intelligence artificielle et les monstres data centers qui se construisent partout, on a l'impression que c'est plus cyclique. Et quand on regarde les comptes de résultats, effectivement on a l'impression que c'est plus cyclique, mais je pense que voilà, toutes ces méga tendances, au moment où elles vont s'arrêter, où elles vont se freiner, disons, on va redécouvrir la cyclicité de certains secteurs. Donc j'attends évidemment vos commentaires sur ces différents secteurs et me donner votre point de vue. En attendant, je vous remercie énormément pour votre fidélité, vos partages, vos likes, c'est vraiment super sympa, et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission.